Je m'appelle Whitney, j'ai 29 ans. Et en avril dernier, ma mère a essayé de vendre le jour de mon mariage à ma cousine, sans même prendre la peine de me le demander d'abord. Imaginez un peu, 47 appels manqués qui illuminent l'écran d'un téléphone à 3 heures du matin, une feuille de calcul de 14 pages totalisant 83 247 $, et moi, debout, pieds nus sur une plage des Maldives, dans une robe en mousseline de soie blanche, l'air salin dans les cheveux. La main de mon mari dans la mienne, tandis que 200 invités, à Portland, dans l'Oregon, fixaient une salle de bal vide en se demandant où la mariée était passée. Tout cela s'est produit entre mars et juin de l'année dernière. Et je vous promets, que chaque dollar et chaque détail compte. Avant de vous raconter tout ça, si cette histoire résonne en vous, prenez une seconde pour liker et vous abonner, mais seulement si vous le souhaitez vraiment. Et pendant que vous y êtes, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. J'adorerais le savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener en mars, le jour où j'ai compris pour la première fois, que ma famille ne m'avait en réalité jamais vu. Je m'appelle Whitney Collier, et pendant 7 ans, j'ai été l'infrastructure financière la plus fiable que ma famille ait jamais possédée. Il faut que je vous dépeigne le tableau. Ma mère, Diane Collier, 56 ans, travaillait comme responsable administrative dans un lycée public de Portland. Un bon poste, environ 54 000 $ par an. Sa sœur aînée, ma tante Lorraine Holloway, 61 ans, avait toujours été la matriarche de la famille élargie. Quoi que Lorraine décidait, Diane suivait. Et tout ce dont Diane avait besoin, elle venait me le demander à moi. Ça a commencé doucement. En 2017, l'année où j'ai décroché mon premier vrai poste d'analyste financière chez Arov & Ellis Consulting, maman a appelé pour un toit qui fuyait, 400 $. Puis, ce fut 600 $ pour une franchise d'assurance. Ensuite, 8 500 $ pour la compte de la voiture de ma cousine Megan. Elle en a besoin pour le travail, Whitney. Tu sais ce que c'est. Puis, 12 000 $ pour rénover le sous-sol de maman. Ensuite, 7 200 $ pour la formation de mon jeune frère, Tyler. Il avait 20 ans à l'époque, et maman a juré que l'université ne lui garderait pas sa place sans un acompte avant vendredi. Chaque fois que j'hésitais, le scénario se déroulait comme une horloge. Phase 1, les larmes. Tu es l'aîné, je n'ai personne d'autre sur qui compter. Phase 2, le silence radio. Aucun contact pendant des jours, parfois une semaine complète. Phase 3, la conférence téléphonique. Lorraine se joignait à l'appel avec cette voix basse et déçue. Whitney, ma chérie, ta mère a le cœur brisé. Est-ce que l'argent est vraiment plus important que la famille? 3 phases, un taux de réussite de 100%, pendant 7 ans. Quelque part vers janvier 2019, j'ai commencé à enregistrer chaque virement, chaque paiement Venmo, chaque chèque, dans une feuille de calcul Excel privée. Une habitude de travail, je me disais, je suis analyste, je suis les chiffres. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas un plan. C'était le seul endroit où la vérité existait exactement telle qu'elle s'était produite, au centime près. Je n'avais aucune idée que cette feuille de calcul, un jour, ferait voler ma famille en éclats. Si j'étais le distributeur automatique silencieux de la famille, ma cousine Megan Holloway en était le trophée d'or. Megan avait 28 ans, un an de moins que moi, et c'était la fille unique de tante Lorraine. Elle travaillait en freelance dans le marketing, avec des revenus imprévisibles, peut-être 35 000 $ par an, dans une bonne année. Mais on ne l'aurait jamais deviné en voyant son compte Instagram. 12 000 abonnés, des brunchs soigneusement mis en scène, des halls d'hôtels de charme, des publications de « tenues du jour » avec des légendes comme « Je vis ma meilleure vie ». Elle ressemblait à une femme qui gagnait un salaire à 6 chiffres, et notre famille la traitait comme telle. À chaque dîner de fête, chaque anniversaire, Megan était le soleil. Maman me donnait des coups de coude sous la table. Regarde comme Megan sait se tenir dans une pièce. Tu devrais essayer parfois. Tante Lorraine a dit un jour, devant 8 membres de la famille, Megan a un vrai style. Tout le monde n'en a pas, et ce n'est pas grave. Elle m'a regardé droit dans les yeux quand elle a dit, tout le monde. Voici le moment qui s'est gravé dans ma mémoire. Thanksgiving 2023. J'avais payé pour tout l'événement. Le lieu, la location, le traiteur, les décorations, 3 200 $. Quand tante Lorraine s'est levée pour rendre grâce, elle a souri à ma mère et a dit, Diane, merci d'avoir organisé cette magnifique soirée.
Pas un regard dans ma direction, pas une syllabe de mon nom. Je suis restée assise, ma fourchette à la main, et j'ai souri, parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. Nathan l'a remarqué. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an à l'époque, et sur le chemin du retour, il a baissé le volume de la radio et a dit doucement, « Tu as entendu ça ? Personne ne t'a remercié. » Je l'avais entendu. Je l'entendais depuis des années. Je n'avais simplement pas admis ce que cela signifiait. Il y a une autre chose à savoir sur Meghan. Et je n'apprendrai ce détail que plus tard cet hiver-là. Elle avait 31 000 $ de dette de carte de crédit. Gardez ce chiffre en tête. Il expliquera tout ce qui va suivre. En octobre 2024, Nathan Brennan m'a demandé en mariage. Il l'a fait au Peacock Mansion, ce magnifique point de vue au-dessus de Portland, d'où l'on peut voir la ville, la rivière, et le mont où si le ciel est dégagé. Il avait emporté un thermos de mon thé Earl Grey préféré, et quand il s'est agenouillé sur la pierre humide, il n'a pas fait de grand discours. Il a juste dit, « Whitney, tu es la première personne qui n'a pas besoin d'une raison pour être aimée. Me laisseras-tu te le prouver chaque jour ?» J'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. Nathan avait 31 ans, il était ingénieur logiciel dans une entreprise de fintech en ville, gagnant environ 118 000 $ par an. Stable, pragmatique, protecteur sans être étouffant. Il était la première personne extérieure à l'orbite des colliers, et grâce à cela, il pouvait voir le schéma que j'étais trop profondément immergé pour reconnaître. Nous avons choisi le Ridgewood Estate, un lieu élégant juste à l'extérieur de Portland, d'une capacité de 200 personnes, avec des murs en pierre recouverts de lierre. Exactement le genre d'endroit que j'avais regardé en photo pendant des années en pensant, c'est pour les autres. Le forfait complet s'élevait à 28 000 $. Nous avons signé le contrat en novembre 2024, versé un acompte de 50%, soit 14 000 $, et la coordinatrice, Gilles Peton, une femme méticuleuse d'une quarantaine d'années, du genre à vérifier 3 fois les plans de table, nous a expliqué chaque clause. Je me souviens qu'elle a tapoté la section 7.2 avec son stylo. Si vous annulez au moins 8 semaines avant la date de l'événement, nous remboursons 80% de l'acompte. J'ai hoché la tête poliment. Pourquoi aurais-je jamais besoin de ça? Ce lieu était la première somme d'argent importante que j'avais jamais dépensée pour moi-même, sans demander la permission de personne. Quand je l'ai dit à maman, elle a répondu « Oh, félicitations ». La première question de tante Lorraine a été « Combien de personnes ça peut contenir ?» Meghan a commenté ma publication Instagram avec un seul mot, mignon. Un seul mot. Après tout ce que j'avais payé, un seul mot. Le 12 mars a tout changé. Nathan et moi avions créé une adresse email partagée pour l'organisation du mariage, une seule boîte de réception pour les devis des fournisseurs, les RSVP, les échantillons de tissu, tout. Ce mercredi soir-là, Nathan parcourait les confirmations du fleuriste quand il s'est arrêté et a dit « Whitney, viens voir ça ». C'était un message transféré de Gilles Peton. Son ton était poli, mais prudent. « Bonjour Whitney, j'ai reçu un courriel de quelqu'un prétendant représenter votre famille, demandant l'ajout d'une deuxième réception à votre date. Je voulais confirmer avec vous avant de faire des changements. Veuillez voir le message transféré ci-dessous. » Sous la note de Gilles se trouvait le courriel original de ma mère. « Cher Gilles, je suis Diane Collier, la mère de Whitney et la représentante de la famille. Nous aimerions ajouter une deuxième célébration pour ma nièce Meghan Holloway à la même date, en partageant la salle de bal et en divisant les coûts. Whitney a accepté cet arrangement. Veuillez nous envoyer un devis révisé. Merci. Je l'ai lu 3 fois. Ma vision s'est rétrécie. Whitney a accepté cet arrangement. Je n'avais accepté rien du tout. Personne ne m'avait appelé, ne m'avait envoyé de SMS, ni même laissé entendre quoi que ce soit. Mes mains tremblaient quand j'ai composé le numéro de maman. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. D'un ton léger, comme si de rien n'était. « Oh, ma chérie. J'allais te le dire. Tante Lorraine a mentionné que Meghan venait aussi de se fiancer. Et le lieu est si magnifique. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas partager? Vous divisez 28 000, tu ne paies que 14 000. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ne sois pas égoïste à ce sujet. Ne sois pas égoïste. » La femme qui m'avait pris 83 000 $ en 7 ans me disait de ne pas être égoïste, à propos de mon propre mariage. J'ai réussi à prononcer 4 mots avant de raccrocher,
je n'ai jamais accepté, maman. Elle a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je suis resté assis seul à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, l'appartement sombre, à l'exception de la lueur bleue de l'écran. Nathan était allé se coucher après m'avoir serré l'épaule en disant « Prends le temps qu'il te faut ». J'ai ouvert la feuille de calcul. Je la mettais à jour depuis 6 ans. Des colonnes pour la date, le montant, le but, qui avait demandé, comment ils avaient demandé, et un champ de notes où je collais parfois des captures d'écran des SMS qui précédaient chaque virement. Cela avait commencé comme une simple comptabilité. Maintenant, en faisant défiler de la première entrée en janvier 2017 à la dernière en février 2025, cela se lisait comme toute autre chose. J'ai commencé à faire le total, pas comme d'habitude, en survolant les totaux mensuels. Cette fois, j'ai tiré chaque ligne dans une feuille de synthèse et j'ai laissé la formule s'exécuter. Rénovation du sous-sol pour maman, 12 000 $. Acompte de la voiture de Meghan, 8 500 $. Frais de scolarité de Tyler, 7 200 $. Fête de Thanksgiving et de Noël, sur 7 ans, pour un total d'environ 3 500 $ chacune, soit 24 500 $. Frais funéraires de grand-père que personne d'autre n'a proposé de couvrir, 6 800 $. Fête du 60e anniversaire de tante Lorraine, 4 200 $. Et puis la longue liste des urgences, une chaudière cassée, une amende de stationnement, une robe de demoiselle d'honneur pour le mariage d'une amie de Meghan qui est devenue ma facture, une couronne dentaire pour maman, des acomptes, des frais de retard, des courses, et ainsi de suite. 20 047 $. La cellule en bas de la page est passée en gras, 83 247 $. J'ai fixé le chiffre, puis j'ai ouvert une deuxième colonne, montant dépensé par la famille pour Whitney, et j'ai tapé un 0. Mon anniversaire l'année dernière. Personne n'a appelé. Pas de carte, pas de SMS, pas de dîner. Maman a oublié. J'ai entendu les pas de Nathan derrière moi. Il s'est assis, a regardé l'écran, et n'a rien dit pendant un long moment. Puis, doucement, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je ne lui ai pas répondu. Pas encore. Le lendemain matin, le 13 mars, j'ai appelé Rosa Delgado. Rosa et moi nous connaissions depuis l'université. Elle avait 33 ans maintenant, avocate en droit de la famille avec un petit cabinet dans le sud-est de Portland, le genre d'ami qui décrocherait à la première sonnerie à 7 heures du matin, sans demander pourquoi. Je lui ai tout raconté, le lieu, l'email, les 7 ans, le chiffre. Elle est restée silencieuse pendant environ 10 secondes. Puis elle a dit, « Whitney, ta mère a usurpé ton consentement par écrit auprès d'un fournisseur tiers. Si Gilles avait agi sur la base de cet email, tu aurais pu être tenu responsable de modifications de contrat que tu n'as jamais autorisées. Ce n'est pas un désaccord familial. C'est une fausse déclaration de consentement. » Le mot « fausse déclaration » a atterri dans ma poitrine comme une brique. J'avais passé ma vie à appeler ça « rendre service ». Rosa appelait ça par son nom. « Garde tout », a-t-elle dit. L'email transféré, le message original de Gilles. Fais une capture d'écran de ton journal d'appel avec ta mère. Et Whitney, quelle que soit ta décision, prends-la pour toi, pas pour Diane. J'ai raccroché et j'ai passé 3 appels en 40 minutes. Premièrement, Gilles peut-on. J'ai confirmé que le contrat n'avait pas été modifié. L'email de Diane n'avait déclenché aucun changement, car Gilles, béni soit son instinct professionnel, avait vérifié avec moi d'abord. Ensuite, j'ai dit à Gilles que je devais invoquer la section 7.2, l'annulation avant 8 semaines. La date du mariage était le 14 juin. Nous étions à 13 semaines, bien dans les temps. Gilles a traité la demande cet après-midi-là. 80% de 14 000, soit 11 200 $, serait de retour sur notre compte dans les 10 jours ouvrables. Deuxièmement, un hôtel aux Maldives que j'avais mis en favori des mois auparavant, en rêvassant. Forfait cérémonie sur la plage Seaside Avenue pour 2 personnes, photographe, villa privée, 3 nuits. Total, 9 800 $. Troisièmement, Nathan. Il a répondu et, avant que je puisse expliquer, il a dit, dis-moi juste quand on part. Nous avons réservé des vols pour le 12 juin. Portland-Dubaï Malais. Je n'ai rien dit à personne. 5 jours plus tard, le 18 mars, j'ai appris à quel point ils avaient une longueur d'avance sur moi.
Une amie d'université m'a identifié dans une story Instagram avec un emoji aux yeux en cœur et les mots « OMG double mariage ». J'ai cliqué, confuse, et c'était là. La story de Meghan. Une photo d'une invitation couleur crème avec des lettres dorées. Whitney et Nathan à Meghan et Derek. 14 juin. Ridgewood Estate. Une double célébration de l'amour. La légende de Meghan, 2 mariés, une nuit magique. J'ai zoomé. Les polices étaient élégantes. La mise en page était professionnelle. Ce n'étaient pas des maquettes. C'étaient des invitations imprimées, du genre que l'on commande en gros, et d'après les commentaires qui affluaient sous la publication de Meghan, 150 d'entre elles avaient déjà été envoyées à des amis, à la famille élargie, à mes collègues de Harrow & Ellis, à mon patron. 150 personnes croyaient maintenant que je partageais joyeusement le jour de mon mariage avec ma cousine. 150 personnes avaient tenu cette carte dans leurs mains et avaient pensé, comme c'est gentil, une double célébration. J'ai appelé Nathan à son bureau. Il a écouté, puis a dit, d'une voix mesurée et calme, « Ils ont imprimé des invitations avant que tu ne dises oui. Ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur la façon dont ils te voient. » Il avait raison. Dans leur version de la réalité, mon accord n'était pas quelque chose qu'ils devaient obtenir. C'était quelque chose qu'ils supposaient déjà posséder. J'ai vérifié mes dossiers. Le contrat avec Ridgewood avait été annulé le 14 mars. Gilles avait envoyé une confirmation d'annulation le 15, à l'adresse email du dossier, la mienne. Le lieu n'était plus disponible. Le traiteur lié à notre réservation n'était plus disponible. Mais ma famille n'en avait aucune idée. Ils construisaient une fête sur des fondations qui n'existaient plus. Le conseil de Rosa a raisonné, pas encore. D'abord les Maldives, la vérité après. Alors, j'ai gardé le silence, et le temps a continué de s'écouler. 22 mars, l'essayage de la robe. Maman l'avait arrangée, selon ses propres mots, dans une boutique de mariage sur Southwest Broadway. Le genre d'endroit avec des flûtes de champagne à l'entrée, et des miroirs du sol au plafond. Quand je suis entré, elles étaient déjà là. Maman, tante Lorraine, Meghan, et 2 autres tantes dont vous n'avez pas besoin de retenir les noms. Tout le monde souriait. Tout le monde avait un avis. Meghan a commencé. 4 robes. Chacune a suscité des exclamations, des applaudissements, des téléphones levés comme si elle défilait sur un podium. Magnifique, a dit tante Lorraine en s'épongeant les yeux. Absolument à couper le souffle. Meghan a tournoyé devant le miroir, et la pièce a orbité autour d'elle, comme toujours. Quand mon tour est venu, maman a dit, choisis juste quelque chose de simple, ma chérie. Tu n'es pas du genre tape à accent grave-l'œil de toute façon. Je suis monté sur l'estrade dans une robe trapèze blanche. Classique, épurée, rien à redire. La pièce était silencieuse. Personne n'a levé son téléphone. Lorraine a examiné sa manucure. Meghan a levé les yeux de son propre reflet et a dit, d'une voix qu'on utiliserait pour complimenter le dessin d'un enfant, « Oh, tu veux que je prenne une photo pour toi, Whitney ?» J'ai souri et j'ai dit, « Bien sûr. » Une photo, prise d'un angle bas qui captait la lumière fluorescente et la moitié de l'épaule de Lorraine. C'était mon essayage. Dans les toilettes après, j'ai verrouillé la porte, je me suis assise sur le couvercle fermé, et j'ai envoyé un SMS à Nathan, je vais bien. 83 jours. Je porterai cette robe sur une plage. Pas ici. Il a répondu une seule phrase, alors cette robe va passer le plus beau jour de sa vie. Je me suis lavé le visage, je suis ressorti, et j'ai pris ma mère dans mes bras pour lui dire au revoir. C'était la performance la plus délibérée que j'ai jamais donnée. Et pour la première fois, garder un secret à ma famille ne ressemblait pas à de la culpabilité. Ça ressemblait à de la liberté. 3 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un nom que je n'attendais pas. Grand-mère Eleanor. Eleanor Collier avait 84 ans, aussi vive qu'un contrôle fiscal, et vivait à la résidence pour personnes âgées Maple Grove à Salem, à environ 1 heure au sud de Portland. C'était la mère de maman et de Lorraine, la femme qui les avait élevées toutes les deux. Et elle n'appelait presque jamais. Quand elle le faisait, ça signifiait quelque chose. Whitney, ma chérie, a-t-elle dit. Sa voix était fine mais stable, comme le son d'un vieux chêne traversé par le vent. J'ai reçu une jolie invitation par la poste. Ton nom est celui de Meghan dessus.
Je veux juste te poser une question. D'accord, grand-mère. Es-tu heureuse de ça? J'ai pressé le téléphone contre mon oreille. En 29 ans, à travers chaque dîner de fête, chaque virement bancaire silencieux, chaque fois que j'ai souri alors que je voulais crier, personne dans ma famille ne m'avait jamais posé cette question. Pas une seule fois. Pas ma mère, pas Lorraine, pas Megan, pas Tyler, personne. Grand-mère Eleanor était la première. Je n'ai pas pu répondre tout de suite, car ma gorge s'était nouée. 8 secondes de silence qu'elle n'a pas essayé de combler. Grand-mère, ai-je finalement dit, personne ne m'a demandé ça. Tu es la première. Elle a laissé échapper un long soupir. Je connais mes filles, Whitney, Diane et Lorraine. Elles me ressemblent dans leurs pires aspects. Toujours inquiète de ce que les gens voient. Mais un mariage, c'est à toi, ma chérie. Ce n'est pas une scène pour le spectacle de quelqu'un d'autre. Je ne lui ai pas parlé des Maldives. Je ne lui ai pas dit que le lieu était déjà annulé. J'ai juste dit, ça va aller, grand-mère. Je te le promets. Je te crois, a-t-elle dit. Et elle le pensait. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pour la première fois depuis la nuit où j'avais fait le total sur la feuille de calcul. Pas de colère, mais du simple et dévastateur soulagement d'être vue par quelqu'un qui se souciait vraiment de savoir si j'étais heureuse. La dernière semaine de mars, la pression est venue de toutes les directions à la fois. Maman appelait tous les jours. Chaque conversation se terminait de la même manière, avec un hameçon tiré du même manuel de culpabilisation que j'avais mémorisé par cœur. Si tu te retires du double mariage, tu me dis que tu ne respectes pas cette famille. Tante Lorraine dit que si tu ne coopères pas, elle ne viendra pas. Et grand-mère non plus. Elle brandissait le nom de grand-mère Eleanor comme un négociateur d'otages, et ça me retournait l'estomac, car je venais d'entendre la vraie voix de grand-mère poser la seule question qui comptait. L'attaque de Lorraine est venue par écrit. Un email, objet, unité familiale. 3 paragraphes de condescendance polie. Dans cette famille, nous partageons. Si tu choisis d'être égoïste, tu t'isoleras. Ta grand-mère a 84 ans. Elle veut voir sa famille réunie. Vas-tu vraiment lui refuser cela? Et puis Megan, qui m'a envoyé un message privé d'une passivité-agressivité si parfaite qu'il aurait pu être encadré. Et Hewitt, je voulais juste dire que je suis trop excité pour notre double mariage. Derek et moi prévoyons une adorable surprise pour toi à la réception. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de la moitié de la déco. Tu sais que j'ai meilleur goût de toute façon, émoticône, clin d'œil. J'ai fait des captures d'écran de tout. L'email de Lorraine, le message de Megan, le journal d'appel de mon téléphone montrant 19 appels entrants de maman en 7 jours. J'ai glissé chaque fichier dans un dossier sur mon bureau intitulé « 2025 mars ». Rosa m'avait dit de tout garder, et c'est ce que j'ai fait. Quand maman a de nouveau appelé ce dimanche soir-là, j'ai gardé une voix égale. Je comprends, maman. Je vais y réfléchir. Ce à quoi je pensais vraiment, c'était à une carte d'embarquement datée du 12 juin, et à une cérémonie sur une plage à 14 000 km de là. Mais elle n'avait pas besoin de le savoir. Pas encore. 5 avril, un samedi. Dîner chez tante Lorraine. 12 personnes autour d'une longue table. Lorraine en bout de table, naturellement. Maman à sa droite. Megan et son fiancé, Derek Voss, en face de moi. Derek avait 30 ans, agent immobilier. Un type assez sympa qui avait toujours l'air un peu mal à l'aise lors des événements familiaux, comme s'il s'était égaré dans la réunion de quelqu'un d'autre. Il y avait aussi 2 autres tantes, un oncle, quelques cousins, et Nathan à côté de moi, sa main posée sur mon genou sous la table. Lorraine a fait teinter son verre avant l'entrée. J'aimerais porter un toast à nos 2 mariés. La pièce a applaudi. Megan a rayonné. J'ai souri et j'ai levé mon verre d'eau. Maman s'est penchée par-dessus la table. Whitney, tu veux dire quelque chose? 12 paires d'yeux se sont tournés vers moi. J'ai laissé passer un temps. Puis, je suis juste très reconnaissante envers tout le monde ici. Vrai, diplomatique, ne s'engageant à rien. Megan, cependant, n'avait pas fini. Elle a sorti son iPad et l'a posé contre le centre de table. J'ai préparé un mood board. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle a fait défiler les images. Des roses blanches avec des accents dorés,
une arche florale massive, un photomaton personnalisé, et là, centré sur chaque cadre, Meghan et Derek en écriture élégante. Les noms de Nathan et moi apparaissaient une seule fois, dans le coin inférieur droit d'une maquette de plan de table, dans une police 2 fois plus petite. Personne n'a mentionné la différence. Peut-être que personne ne l'a remarqué. Nathan a remarqué. J'ai senti son genou presser fermement le mien une fois. Sur le chemin du retour, il est resté silencieux jusqu'à l'autoroute. Puis il a dit, ton nom était dans une police 3 fois plus petite que celle de Meghan. Je sais. Donc, tu sais que tu prends la bonne décision. J'ai regardé la pluie à travers le pare-brise et je n'ai pas répondu, car je n'en avais pas besoin. 2 mois et 9 jours. C'était tout ce que j'avais à survivre. Avril et mai ont disparu dans une double vie que je n'aurais jamais imaginé mener. En apparence, j'ai assisté à 2 autres réunions de planification familiale, j'ai hoché la tête dans un groupe de discussion sur le linge de table, et j'ai même approuvé un menu d'exemple que Meghan m'a transféré avec un smiley. Chaque interaction était du théâtre, et j'ai joué mon rôle avec la précision calme de quelqu'un qui désamorce une bombe en prétendant que c'est un cadeau d'anniversaire. En coulisses, Nathan et moi construisions le vrai mariage, pièce par pièce. Nos vols étaient réservés. Portland-Dubaï, Dubaï-Malé, le 12 juin. Le Seaside Haven Resort a confirmé le forfait cérémonie pour 2 personnes. En bord de mer, au coucher du soleil. Un officiant local, un photographe nommé Amir qui a envoyé des galeries d'exemples qui m'ont serré la poitrine tant tout semblait simple et beau. 9 800 $ au total pour 3 nuits dans une villa sur pilotis, la cérémonie, et un dîner privé sur le sable après. Le remboursement de Ridgewood Estate, 11 200 $, était arrivé sur notre compte joint le 28 mars, exactement comme prévu. L'email de confirmation d'annulation de Gilles Peton était dans un dossier que je vérifiais 2 fois par semaine, juste pour m'assurer que c'était toujours réel. J'ai discrètement contacté une quinzaine d'amis proches, pas de la famille, et leur ai dit que les plans du mariage avaient changé et que je partagerais les détails bientôt. Personne n'a insisté. Les vrais amis ne le font pas. J'ai commandé une 2e robe de mariée en ligne. Pas la robe trapèze de la boutique. Celle-là était trop emmêlée avec le sourire narquois de Lorraine et l'offre condescendante de Meghan de prendre une photo. Celle-ci était en mousseline de soie, longue jusqu'au sol, 380 $, conçue pour des pieds nus et un vent chaud. Et puis il y avait la feuille de calcul. Rosa a examiné chaque page, en recoupant avec les relevés bancaires que j'avais sortis. 14 pages, irréfutables. Elle l'a converti en PDF et a dit, tu n'es pas obligé de l'envoyer à qui que ce soit, mais si jamais tu choisis de le faire, elle est prête. Celle-ci portait beaucoup de poids. 14 juin, 16h. Ridgewood Estate, Portland, Oregon. Je n'étais pas là, mais je peux vous dire exactement ce qui s'est passé, car l'ami de Nathan, Marcus, était sur la liste des invités. Il avait reçu l'une des 150 invitations, et il s'est assis dans sa voiture de l'autre côté du parking et nous a tout raconté plus tard, à la minute près. Les invités ont commencé à arriver à 15h45. Des femmes en pastel, des hommes en costume d'été, la pelouse fraîchement tondue, le soleil de l'Oregon coopérant pour une fois. Tante Lorraine est entrée d'un pas majestueux, vêtue d'un ensemble de mère de la mariée turquoise, comme si elle était propriétaire des lieux. Maman portait du lavande. Meghan était quelque part à l'intérieur, apparemment dans une robe à 4 200 $ que Lorraine avait discrètement mise sur une carte de crédit. À 16h15, les gens ont commencé à regarder leur téléphone. Les portes de la salle de bal étaient fermées. Pas de coordinateur à l'entrée. Pas de table d'accueil. À 16h20, maman m'a appelé. Messagerie vocale. Elle a rappelé. Le téléphone de Nathan. Messagerie vocale. 3 autres tentatives en 10 minutes. À 16h45, Gilles Peton est sorti dans le jardin où les invités erraient, confus. Elle s'est approchée directement de ma mère et a parlé d'un ton mesuré, celui de quelqu'un qui a pratiqué le professionnalisme pendant des décennies. Madame Collier, je dois vous informer que le contrat avec Whitney Collier et Nathan Brennan a été annulé le 14 mars, conformément à la clause 7.2. Nous n'avons aucune réservation active sous leur nom. Le lieu a été réservé pour un événement d'entreprise qui commence à 19h. Le visage de maman est devenu blanc. Annulé ? Je n'étais au courant d'aucune annulation. Une confirmation a été envoyée par email à l'adresse du dossier le 15 mars,
a dit Gilles. Vous devriez peut-être vérifier votre dossier de courriers indésirables. À 17h, 200 invités se tenaient sur une pelouse manucurée, sans cérémonie, sans traiteur, sans musique et sans mariée. Meghan était à l'intérieur, dans sa robe, le mascara coulant, Derek se frottant le front à côté d'elle, et le lieu leur avait donné 90 minutes pour partir. Voici ce que vous devez comprendre sur les fuseaux horaires. Les Maldives ont 9 heures d'avance sur Portland. Donc, pendant que 200 invités arrivaient sur le parking de Ridgewood à 16 heures, heure du Pacifique, il était déjà 1 heure du matin le 15 juin là où j'étais, et notre mariage avait eu lieu 11 heures plus tôt. Laissez-moi vous y emmener. 17h30, heure des Maldives, le 14 juin. Le soleil était bas et cuivré, jetant une lumière sur une eau si bleue qu'elle ne semblait pas réelle. Je me tenais pieds nus sur le sable blanc, dans la robe en mousseline, celle à $380, et mes orteils s'enfonçaient à chaque petit mouvement. Nathan me faisait face, dans une chemise en lin blanc et un pantalon kaki, les manches retroussées jusqu'au coude, sans cravate, sans prétention. Il y avait exactement 4 personnes présentes, nous, l'officiant, un homme maldivien à la voix douce nommé Ismail, qui avait célébré plus de 300 cérémonies sur la plage, et le photographe, Amir, accroupi pour capter la lumière. Les vœux de Nathan étaient courts, et ils m'ont anéanti. Tu n'es le distributeur de personne. Tu n'as pas besoin de permission pour être heureuse. À partir d'aujourd'hui, je suis ta famille, et notre famille ne fonctionnera jamais à la culpabilité. Les miens étaient encore plus courts. J'ai passé toute ma vie à attendre que quelqu'un me demande ce que je voulais, au lieu de me dire ce que je devais. Tu as été le premier à demander. Tu es ma maison. Après la cérémonie, nous avons dîné sur le sable. Poisson grillé, riz à la noix de coco, une bouteille d'eau pétillante, car aucun de nous n'avait besoin de champagne pour se sentir ivre de ce que nous venions de faire. À 19h, heure des Maldives, 10h à Portland, j'ai posté une seule photo sur Facebook et Instagram. 2 personnes sur une plage, lumière dorée, pas de chaussures. La légende, 14 juin 2025. Juste nous, juste ce qu'il faut. Pas d'identifiant, pas d'explication. 6 heures avant même que le chaos à Ridgewood ne commence. Maintenant, avant de continuer, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous ressentez une partie de cela dans votre poitrine, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes se sont assises là où j'étais, faisant le bilan de ce qu'elles ont donné par rapport à ce qu'elles ont reçu, se demandant si elles avaient le droit de dire « ça suffit ». Si cette histoire vous parle, faites-moi une faveur, laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer ce qui va suivre. Parce que ce qui a suivi a fait passer tout ce qui s'était passé avant pour la première partie du spectacle. Bon, retour au 14 juin, 21h, heure des Maldives. J'avais éteint mon téléphone pour la cérémonie et je l'ai gardé éteint pendant le dîner. Nathan et moi étions assis sur la terrasse de la villa, à regarder l'océan sombre respirer. Et pendant 3 heures parfaites, le monde était exactement aussi petit que nous en avions besoin. À 21h, heure des Maldives, soit midi à Portland, j'ai rallumé le téléphone. Il a fallu 45 secondes pour que toutes les notifications se chargent. 47 appels manqués. 19 de maman, 11 de tante Lorraine, 8 de Meghan, 5 de Tyler, 2 de numéros que je ne reconnaissais pas, 2 de tante Linda. 93 SMS. La conversation avec ma mère à elle seule était une chronologie de la désintégration. Les premiers, envoyés vers 15h, heure de Portland, étaient confus. Où es-tu? Tout le monde attend. Vers 16h30, ils étaient devenus désespérés. Whitney Collier, rappelle-moi tout de suite. À 17h, après l'annonce de Gilles, ils sont passés en mode nucléaire. Tu as annulé le lieu? Tu as perdu la tête? Et puis le message final, envoyé à 17h47. 8 mots que j'ai lus 2 fois et dont je me souviendrai toujours, tu n'es plus ma fille. C'est fini. La conversation avec Lorraine était plus courte, et plus froide. Tu as détruit le jour le plus important de Meghan. Il y aura des conséquences. Meghan, comment as-tu pu me faire ça? Je suis dans ma robe de mariée, dans une pièce vide. Tu as ruiné ma vie. Nathan les a lus par-dessus mon épaule. Sa mâchoire était crispée, mais sa voix était stable. Tu n'es pas obligé de répondre ce soir. Attends demain. J'ai posé le téléphone,
face contre la table de chevet. L'écran a brillé à travers le bois pendant quelques secondes, puis s'est éteint. J'ai regardé l'océan, et je veux être honnête avec vous. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triomphante non plus. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, peut-être même jamais. De la légèreté. Comme si quelque chose d'énorme avait été retiré de mon dos. Le téléphone a sonné à 3h12 du matin. Je sombrais dans le sommeil, ce genre de demi-conscience où le corps se repose, mais l'esprit rejoue la journée en boucle. Nathan dormait à poing fermé à côté de moi, sa respiration lente et régulière. L'écran s'est allumé avec le nom de maman, et je l'ai regardé clignoter 4 fois avant de décrocher. Elle n'a pas commencé par bonjour. As-tu la moindre idée? La moindre idée de ce que j'ai vécu aujourd'hui? 200 personnes, Whitney. 200 personnes qui me regardaient comme si j'étais une imposture. J'ai voulu disparaître sous terre. Sa voix était brute, éraillée, le son d'une femme qui avait crié pendant des heures et qui tournait maintenant sur les réserves. Je me suis assise dans le lit. Je pouvais entendre l'océan à l'extérieur de la villa. Maman, je n'ai jamais accepté de partager le lieu. Oh, ne commence pas, tu as envoyé un email à notre coordinatrice en prétendant que j'avais donné mon consentement. Vous avez imprimé 150 invitations avec mon nom dessus sans m'appeler une seule fois. Tu as transformé mon mariage en la scène de Meghan. C'est parce que tu es égoïste. La famille, ça partage. Tu gagnes bien ta vie. Qu'est-ce que ça te coûte d'aider? Tu veux savoir ce que ça m'a coûté, maman? 83 247 $. C'est ce que j'ai donné à cette famille en 7 ans. Tu veux que je te donne le détail, ligne par ligne? Silence. 8 secondes complètes. J'ai compté. N'ose pas me jeter l'argent à la figure, a-t-elle dit. Mais le volume avait baissé. Elle ne criait plus. Je ne jette rien. Je lis une feuille de calcul que je tiens depuis 2019. Chaque dollar, chaque virement, chaque SMS où tu demandais. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone, j'ai pressé mes paumes contre mes yeux, et j'ai respiré. La main de Nathan a trouvé la mienne dans l'obscurité. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. J'avais prononcé le chiffre à voix haute pour la première fois, et elle n'avait eu aucune réponse. Le lendemain matin, 15 juin, 17h aux Maldives, 8h à Portland, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le bureau de la villa, avec l'océan Indien plat et turquoise derrière l'écran, et je me suis connecté à la discussion de groupe de la famille Collier sur Facebook Messenger. 24 membres, chaque tante, oncle et cousin assez âgés pour avoir un compte. J'ai tapé lentement, relisant 2 fois avant d'envoyer. Je sais que tout le monde est en colère. Je le comprends. Mais avant que quiconque ne juge ce que j'ai fait, je vous demande de lire le fichier ci-joint. C'est un registre de chaque dollar que j'ai dépensé pour cette famille de 2017 à 2025. Chaque virement, chaque reçu, chaque capture d'écran d'un SMS demandant de l'argent. Le total est de 83 247 $. Le montant que cette famille a dépensé pour moi pendant la même période est de 0 $. Je n'envoie pas ça pour blesser qui que ce soit. Je l'envoie parce que la vérité mérite d'exister ailleurs que sur mon disque dur privé. J'ai joint le PDF, 14 pages. Rosa l'avait examiné ligne par ligne en le comparant à mes relevés bancaires avant que je ne quitte Portland. La première page était le résumé, avec les totaux année par année et un total général en gras. Les pages 2 à 13 détaillaient tout, date, montant, but, qu'il avait demandé, et une miniature de la preuve ou une confirmation de virement, une capture d'écran Venmo, un SMS. La page 14 était un simple tableau avec 3 lignes. Argent dépensé par Whitney pour la famille, 83 247 $. Argent dépensé par la famille pour Whitney, 0 $. Nombre de fois où la famille a dit merci, 0. J'ai appuyé sur renvoyer et j'ai fermé l'ordinateur portable pendant 4 heures. Personne n'a répondu. J'ai vu les confirmations de lecture augmenter, 5, 9, 14, 21. Mais la discussion est restée silencieuse. 21 personnes lisaient. Pas un seul mot tapé. À midi, heure de Portland, tante Linda a brisé le silence. Oh mon Dieu, je n'en avais aucune idée. 12h15. Oncle Greg, Whitney, je suis désolé. Ce n'est pas normal. 12h30.
Maman, tu étales les affaires de famille devant tout le monde. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. 12h32. Lorraine, dégoûtant. Tu as tout réduit à des dollars et des centimes. Mais le reste de la discussion est resté silencieux. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant de ma famille. Le son de gens qui ne pouvaient pas contester les chiffres. Les choses ont commencé à bouger dans les 24 heures, et je les ai suivis comme je suis tout, avec soin. Le soir du 16 juin, 8 des 24 membres avaient quitté la discussion de groupe familial. Tante Linda et oncle Greg étaient parmi les premiers. 3 cousins à qui je parlais à peine ont suivi. Puis 2 amis de bridge de Lorraine, ajoutés il y a des années, qui ne voulaient probablement aucune part dans cette débâcle. La discussion qui autrefois vibrait de planification de vacances et de rappels d'anniversaire se vidait de ses membres comme un canot de sauvetage avec trop de trous. Meghan a nettoyé son compte Instagram. La story du double mariage a disparu. La publication avec l'invitation dorée, envolée. Mais Internet a une mémoire plus longue que Meghan ne le pensait. Des captures d'écran avaient déjà été partagées dans les commentaires. Son nombre d'abonnés est passé de 12 000 à 11 400 en 48 heures. Les gens posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Puis est venu l'appel que je n'attendais pas. Le téléphone de Nathan a vibré la deuxième nuit. Derek Voss. Mec, a dit Derek, et je pouvais l'entendre dans sa voix, la réalisation nauséeuse de quelqu'un qui découvre que le sol sous ses pieds n'est pas solide. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Meghan m'a dit que Whitney était totalement d'accord avec tout. J'ai la nausée. Nathan est resté simple. J'apprécie ton appel, Derek. Ça ne te concerne pas. Pendant ce temps, maman a posté un statut public sur Facebook, quand votre propre enfant tourne le dos à sa famille, vous apprenez qui vous aime vraiment. Il a récolté 14 j'aime, 3 commentaires de sympathie. Mais 7 personnes ont demandé ce qui s'était passé. Et quand quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, a partagé le PDF de la feuille de calcul dans le fil de discussion, 4 des 14 j'aime ont discrètement disparu. Et puis Tyler m'a envoyé un SMS. Mon petit frère, 22 ans, un gamin pour qui j'avais payé 7 200 $ de formation. Son message était un seul paragraphe, et il a fissuré quelque chose dans ma poitrine. Je ne savais pas que c'était si grave, Serette. Je suis désolé de n'avoir jamais rien dit. Je lui ai répondu, tu ne me dois pas d'excuses. Souviens-toi juste, ne laisse personne te faire ce qu'ils m'ont fait. Le 17 juin, Meghan a tenté la seule stratégie qu'elle connaissait, le rôle de la victime. Elle a posté une story Instagram, longue, pleine de textes, sans filtre pour une fois, qui commençait par « Je traverse une période très difficile, et j'ai juste besoin de bienveillance en ce moment ». Elle a parlé de se sentir prise au dépourvu et le cœur brisé, sans mentionner l'email falsifié, les invitations non sollicitées, ou les 31 000 $ de dettes de carte de crédit qui avaient rendu si attrayant de se greffer sur mon lieu de réception. Ça aurait pu marcher si la feuille de calcul n'avait pas déjà circulé. Des amis communs, des gens qui nous connaissaient toutes les deux depuis l'université, ont laissé des commentaires polis mais pointus, ne savais-tu pas que le lieu était réservé au nom de Whitney, et, la feuille de calcul est partout sur le groupe familial, Meg. Meghan a supprimé les commentaires, mais les captures d'écran voyageaient plus vite que ses doigts. La vraie onde de choc, cependant, fut Derek. Il n'a pas rompu avec elle. Mais le 21 juin, il a dit à Meghan que le mariage était suspendu indéfiniment. Sa raison, relayée à Nathan lors d'un bref appel téléphonique, si ta famille a menti à Whitney et m'a laissé croire qu'elle était d'accord avec tout, qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? J'ai besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé avant de me tenir devant un autel. Ils n'étaient pas séparés. Mais la confiance était fracturée, et Derek a insisté sur une thérapie de couple avant qu'une nouvelle date ne soit fixée. Tante Lorraine, comme on pouvait s'y attendre, m'a blâmé. Elle a appelé tante Linda et a déclaré que j'avais saboté le bonheur de Meghan. Mais Linda, la discrète et souvent ignorée Linda, a envoyé à Lorraine un message privé que Whitney n'apprendrait que des semaines plus tard. Lorraine, j'ai lu la feuille de calcul. Whitney a payé 4 200 $ pour ta fête de 60 ans. Le savais-tu? Lorraine n'a jamais répondu. Et Meghan est restée silencieuse sur les réseaux sociaux pendant 2 semaines complètes, son premier blackout numérique en 5 ans. Pour quelqu'un qui avait bâti son identité sur le fait d'être vu, le silence disait tout. Les retombées pour maman ont été plus lentes, plus silencieuses,
et plus dévastatrice que tout ce qui s'est passé en ligne. Dans la semaine qui a suivi le 14 juin, l'histoire s'est répandue dans le réseau élargi des colliers, environ 40 personnes sur 3 générations. Le PDF de la feuille de calcul a été transféré au moins 5 fois que j'ai pu retracer, mais probablement plus. Et la question que tout le monde se posait n'était pas « Pourquoi Whitney s'est-elle enfuie ?» mais « Diane a-t-elle vraiment pris 83 000 $ à sa propre fille ?» La réponse faisait 14 pages, et personne ne pouvait la contester. Le premier domino est tombé à Maple Grove. Grand-mère Eleanor a appelé maman. Je n'étais pas sur la ligne, mais Tyler me l'a raconté après, mot pour mot, car il était dans la cuisine quand maman a pris l'appel en haut-parleur par accident. Diane, a dit grand-mère, je ne t'ai pas élevé comme ça. Tu as utilisé ta fille comme un distributeur de billets pendant 7 ans. 83 000 $. J'ai honte. Maman a pleuré. Elle a pleuré longtemps. Mais elle n'a pas argumenté. Il n'y avait rien à argumenter. Les chiffres étaient les chiffres. Le deuxième domino est tombé à l'église Saint-Andrew, où la famille Collier se rendait tous les dimanches. Les gens parlaient. Bien sûr qu'ils parlaient. Après 2 dimanches à être approchés avec des questions prudentes et une pitié mal dissimulée, maman a cessé de s'attarder après le service et a commencé à sortir par la porte de côté. Puis le troisième, et peut-être le plus cruel, tante Linda s'est discrètement portée volontaire pour organiser Thanksgiving cette année-là. Je pense qu'il vaut mieux que je m'en occupe cette fois, a-t-elle dit si doucement que ça ressemblait presque à de la gentillesse. Mais tout le monde a compris ce que cela signifiait. Pendant 20 ans, Diane Collier avait organisé le Thanksgiving familial. C'était sa seule parcelle d'autorité visible. Sa preuve qu'elle comptait. Et juste comme ça, c'était fini. Maman ne m'a pas appelé pendant 3 semaines. Le plus long silence de ma vie, et le premier qui ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à une bouffée d'air. 20 juin, aéroport international de Portland. Porte C12. Nathan et moi sommes sortis de l'avion avec un bronzage que nous n'avions pas mérité et un certificat de mariage d'un pays que la plupart de ma famille ne pourrait pas trouver sur une carte. Nos bagages à main étaient légers. Tout le reste, les notifications, les messages vocaux, les débris, pesaient lourd. L'appartement sentait le café rassis et le basilic que Nathan avait oublié d'arroser. J'ai posé mon sac, j'ai ouvert l'ordinateur portable, et l'écran s'est illuminé comme un standard téléphonique. 214 notifications Facebook, 38 emails, 12 messages vocaux. Les débris numériques d'une implosion familiale. Je n'ai pas tout ouvert. Rosa m'avait coaché avant mon départ, quand tu rentreras, fais le tri. Ne lis que ce qui te fait avancer. Tout le reste, c'est du bruit. Alors, j'ai filtré. Les messages de Rosa, lus. Ceux de Tyler, lus. Le message vocal de grand-mère Eleanor, 7 secondes. Juste sa voix disant « Bon retour à la maison, ma chérie ». La confirmation finale de Gilles peut-on que le remboursement avait été traité et le dossier clos. Ces 4-là. Tout le reste, je l'ai laissé en bleu, non lu. Nathan a réchauffé un reste de soupe, du genre en conserve, rien de sophistiqué. Et nous nous sommes assis à la table de la cuisine où, 3 mois plus tôt, j'avais fixé une feuille de calcul et senti le sol se dérober sous ma vie. Bon, a-t-il dit en remuant son bol, nous devons décider qui a le droit de faire partie de notre vie, et à quelles conditions. J'ai sorti un bloc-notes du tiroir, du genre jaune, ligné, l'outil le plus banal du monde, et j'ai écrit 2 mots en haut de la page, mes limites. Pas une déclaration de guerre, pas un plan de vengeance. Juste une liste. Une ligne tracée à l'encre par une femme qui avait passé 29 ans sans savoir qu'elle avait le droit de tenir un stylo. La question maintenant était, qui respecterait cette ligne, et qui ne le ferait pas? Le message de Tyler est arrivé le 22 juin, 2 jours après notre retour. Ce n'était pas un SMS. C'était un email complet, ce qui, pour un jeune de 22 ans, semblait presque cérémoniel. Whitney, j'ai lu la feuille de calcul. Les 14 pages. J'ai vu la ligne, 7200 $. Formation de Tyler. Je ne savais pas que cet argent venait de toi. Maman m'a dit que ça venait de ses économies. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle mettait de l'argent de côté depuis des années. Je l'ai cru. Je ne vais pas prétendre que je savais et que je me suis tu. Je ne savais vraiment pas.
Mais j'aurais dû demander. J'aurais dû remarquer que tu payais pour tout et que personne ne prononçait jamais ton nom à table. Je veux te rembourser. Pas tout d'un coup. J'ai un salaire à temps partiel, mais je vais trouver un plan. Tu auras chaque dollar. Je te le promets. Je me suis assise à mon bureau et je l'ai lu 2 fois. La deuxième fois, la phrase sur le mensonge de maman a eu un impact différent. Elle n'avait pas seulement pris mon argent, elle s'en était attribué le mérite. Elle avait laissé mon frère croire qu'elle était celle qui se sacrifiait, pendant que je virais discrètement les fonds sans rien recevoir en retour, pas même la vérité. Je lui ai répondu. Tyler, tu ne me dois pas d'argent. Tu ne me dois rien. Mais je vais te demander quelque chose qui vaut plus que 7200 $. Ne laisse personne faire de toi ce qu'ils ont fait de moi. Si quelqu'un te demande de l'argent et enchaîne avec des larmes et du silence quand tu hésites, ce n'est pas de l'amour. C'est un système. Et tu mérites mieux. Il m'a appelé ce soir-là. Nous avons parlé pendant 40 minutes, la plus longue conversation que nous ayons eue depuis des années. À la fin, je l'ai invité à dîner le samedi suivant. Il est devenu le seul membre de la famille sur ma liste d'appels hebdomadaires. Le seul qui n'avait pas besoin de conditions, car il les avait déjà remplies. Il a dit la vérité et il a été présent. 28 juin, un samedi. J'ai passé la matinée à rédiger un email que je composais dans ma tête depuis mars. Rosa ne l'a pas écrit pour moi. Elle me l'a proposé et j'ai dit non. Cela devait être ma voix. Mais elle l'a relu pour la clarté et le ton avant que je ne l'envoie. De la même manière qu'elle avait relu la feuille de calcul. Calme, factuel, inattaquable. Objet, aller de l'avant. Mes limites. Maman, je t'aime. C'est vrai. Et rien de ce qui s'est passé ne change cela. Mais je ne peux pas continuer une relation où je suis la seule à donner sans cesse et à ne rien recevoir en retour. Ni argent, ni reconnaissance, ni respect. Pour que nous puissions avancer, j'ai besoin de 3 choses. Tu reconnais que l'envoi d'un email à Gilles Peton prétendant que j'avais accepté de partager le lieu était une faute. Pas un malentendu. Une faute. Tu ne prendras plus jamais de décision financière ou ne signeras quoi que ce soit en mon nom sans mon consentement explicite et écrit. Tu arrêtes de me comparer à Meghan ou à qui que ce soit d'autre. Je ne suis pas un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Si tu es prête à accepter ces conditions, je suis là. Nous pouvons reconstruire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, et ce ne sera pas comme avant, parce que la situation d'avant m'a presque tout coûté. Si tu n'es pas encore prête, ce n'est pas grave non plus. Je serai là quand tu le seras. Mais je serai là, à une distance de sécurité. Whitney. Je l'ai lu à voix haute à Nathan avant de l'envoyer. Il a écouté sans m'interrompre, puis a dit, c'est la chose la plus forte que tu aies jamais écrite. J'ai cliqué sur envoyer à 11h04. La confirmation de lecture est arrivée à 21h47, près de 11 heures plus tard. Je pouvais l'imaginer en train de le lire à la table de la cuisine, peut-être le relire, peut-être rester assise avec, comme j'étais restée assise avec la feuille de calcul cette nuit de mars. Elle n'a pas répondu. Un jour est passé, puis une semaine, puis 2. Et pour la première fois, son silence ne m'a pas anéanti. Il a juste confirmé ce que je savais déjà. La prochaine étape était la sienne, et j'avais fini de jouer la comédie. La réponse de Lorraine est arrivée le 2 juillet. Un dernier email, 5 phrases, sans chaleur. Whitney, tu as détruit cette famille. Ton spectacle était égoïste. Ta feuille de calcul était manipulatrice. Et ton absence a humilié des gens qui t'ont aimé toute ta vie. Je n'ai plus rien à dire. Ne me contacte plus. Je l'ai lu une fois, je l'ai transféré à Rosa pour le dossier, et je n'ai pas répondu. Certaines portes se ferment d'elles-mêmes, et la chose la plus gentille que l'on puisse faire est de les laisser faire. Le message de Meghan est arrivé 3 jours plus tard, le 5 juillet. Il était plus long, plus confus, et plus difficile à ignorer. Whitney, je sais que je te dois des excuses. J'étais au courant de l'email que maman a envoyé à la coordinatrice. J'étais au courant des invitations avant qu'elles ne soient imprimées. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolé. Puis le 2e paragraphe. Mais tu aurais pu simplement nous parler au lieu de disparaître. Tu aurais pu me le dire en face.
ça m'a fait mal. Je suis resté avec ça pendant une journée avant de répondre. Quand je l'ai fait, je me suis limité à 2 phrases. J'ai passé 7 ans à parler à cette famille, Meghan. Ça m'a coûté 83 247 $ et 0 respect. Parler n'a pas fonctionné. Elle n'a pas répondu. Une semaine plus tard, Derek a appelé Nathan une dernière fois. Sa voix était différente. Fatigué, mais moins secoué qu'avant. Meghan et moi avons commencé une thérapie de couple, a-t-il dit. Je pense que nous avons tous les deux beaucoup de choses à comprendre. Je voulais juste que tu le saches. Nathan a dit, je respecte ça. Bonne chance, mec. Quand il a raccroché, j'ai demandé s'il pensait que Meghan changerait vraiment. Il a haussé les épaules. Peut-être, peut-être pas. Ce n'est pas ta variable à résoudre. Il avait raison. Lorraine ne le verrait jamais. Meghan, peut-être un jour. Et j'apprenais quelque chose que j'aurais aimé comprendre une décennie plus tôt. La guérison ne nécessite pas que tout le monde s'excuse. Elle exige seulement que vous arrêtiez d'attendre qu'il le fasse. 19 juillet, un samedi soir, notre appartement. Nathan a préparé des pâtes. Ail, huile d'olive, tomates cerises. Le genre de repas qui prend 20 minutes et qui emplit la pièce de l'odeur de quelque chose d'honnête. J'ai préparé une salade. Rosa a apporté une bouteille de rouge et un tire-bouchon, car elle disait qu'elle ne faisait pas confiance aux nôtres. Tyler est arrivé avec une bouteille de vin aussi, un pinot noir à 12 $, et me l'a tendu avec un regard mi-timide, mi-fier. Acheté avec mon propre salaire, a-t-il dit, pas avec les économies de quelqu'un d'autre. Anna Park, une collègue de Harrow & Ellis devenue l'une de mes amies les plus proches l'année passée, est arrivée avec des brownies. Marcus, le colocataire de Nathan à l'université, le même Marcus qui avait été témoin du désastre de Ridgewood depuis le parking, a apporté du pain à l'ail et une histoire sur un camion de traiteur désemparé qui tournait autour du lieu ce soir-là, sans endroit où décharger. 6 personnes autour d'une table prévue pour 4, les coudes se touchant, les plats passant de main en main, les conversations se chevauchant comme cela n'arrive que lorsque personne ne joue un rôle. Personne n'a mentionné maman. Personne n'a mentionné Lorraine, ni Meghan, ni la feuille de calcul, ni les 200 invités, ni les Maldives. Nous avons parlé du nouveau travail de Marcus, du client impossible de Rosa, du projet de Tyler de prendre des cours du soir à l'automne, du fait que Nathan avait finalement tué la plante de basilic au-delà de toute réanimation. 3 heures. Les 3 heures les plus faciles que j'ai eues depuis des années. Quand tout le monde est parti et que Nathan et moi rincions les assiettes à l'évier, j'ai regardé la table, des verres vides, des miettes, une tache là où Tyler avait renversé la vinaigrette, et j'ai pensé, c'est 6 personnes. Pas 24. Pas 200. 6. Et chacune d'entre elles a choisi d'être ici. Coût total de la soirée, 47 $. Le dîner de famille le moins cher que j'ai jamais organisé. Et le premier où je n'ai pas payé seul. 5 semaines de silence. Et puis, le 2 août, mon téléphone a sonné. J'étais au comptoir de la cuisine, en train de couper des poivrons pour un sauté. Nathan était sur le canapé, en train de réviser du code. L'écran affichait « Maman » et je l'ai fixé pendant 3 sonneries complètes avant de répondre. Sa voix était faible. Pas le ton furieux de l'appel de 3 heures du matin. Pas le chagrin instrumentalisé des culpabilisations. Faible. Le son d'une personne qui est restée assise seule avec quelque chose de lourd, et qui a finalement décidé de le poser. Whitney, j'ai lu ton email. Je l'ai lu plusieurs fois. D'accord, maman. Je veux que tu saches que je ne veux pas te perdre. Une pause. Un souffle qui tremblait. Je ne suis pas doué pour ça. Je sais. Une autre pause. Je pouvais entendre l'horloge de sa cuisine. Celle avec le visage de coq qui était accroché au-dessus de la cuisinière depuis que j'avais 9 ans. L'email que j'ai envoyé à la coordinatrice, je n'aurais pas dû faire ça. C'était une faute. Elle a prononcé le mot faute comme si elle avalait une pierre. Je me suis convaincu que tu finirais par accepter, que tu verrais que c'était pour le mieux. Mais j'aurais dû te demander. Je le sais maintenant. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fermé les yeux. Elle n'avait pas abordé les comparaisons. Elle n'avait pas reconnu les invitations. Elle avait rempli une des 3 conditions, partiellement, avec un effort visible.
Merci, maman. Ça compte. C'est un début. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se reparler? Ça veut dire que la porte est ouverte. Mais les conditions de mon email tiennent toujours. Toutes les 3. Et je ne te les rappellerai pas. Tu les as déjà par écrit. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, d'accord. Nous avons parlé 4 minutes de plus, de tout et de rien. La météo, le nouveau chien d'un voisin. Des mots ordinaires, tendus avec précaution sur des dégâts extraordinaires. Après avoir raccroché, Nathan m'a regardé depuis le canapé. Comment te sens-tu? Elle s'est excusée pour une chose sur 3. Ce n'est pas assez, mais c'est la première fois de toute ma vie qu'elle utilise le mot faute à propos de son propre comportement. J'ai posé le couteau. Je prends la fissure dans le mur. Je ne vais pas la battre pour elle. À la mi-août, 2 mois après les Maldives, je me suis assise et j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai fait les comptes. Pas sur ma famille cette fois, mais sur moi-même. Depuis le 14 juin, sans plus de virements d'urgence, sans facture de traiteur pour la fête de quelqu'un d'autre, sans dépôt mystérieux sur les comptes de parents, mes économies avaient augmenté de 4 800 $ en 8 semaines. C'était plus que ce que j'avais économisé sur n'importe quelle période comparable au cours des 7 années précédentes. Le calcul était obscène de clarté. La plus grande ponction sur mes finances n'avait jamais été le loyer, ni les prêts étudiants, ni le coût de la vie à Portland. C'était ma famille. Les autres mesures ont également changé. Nombre d'appels téléphoniques culpabilisants reçus depuis l'email des limites, 0. Nombre de dîners de famille stressants auxquels j'ai assisté, 0. Nombre de soirées passées avec des gens qui voulaient vraiment que je sois à leur table, 6. La soirée pâte. 2 brunchs le week-end avec Rosa. Un marathon de films le vendredi avec Tyler à notre appartement, et 2 soirées en amoureux avec Nathan où aucun de nous n'a regardé son téléphone. Au travail, quelque chose changeait, que je pouvais sentir mais pas nommer, jusqu'à ce que ma patronne, Margaret, me prenne à part après une présentation client début août. Whitney, j'ai remarqué un vrai changement en toi ces derniers mois. Plus confiante, plus décisive. Quoi qu'il se passe, continue comme ça. 2 semaines plus tard, la promotion est arrivée. Analyste financière senior. Salaire, 104 000 $. Une augmentation de 12 000 $ qui ressemblait à plus que de l'argent. C'était la preuve que quand on arrête de se vider dans un trou, on commence à s'élever. Nathan et moi nous sommes assis ce week-end-là et avons fixé un nouvel objectif, 60 000 $ pour un acompte sur notre première maison. À notre rythme d'épargne actuel, libéré de la taxe familiale, nous l'atteindrions en moins de 2 ans. Et puis, le 15 août, Tyler a envoyé une notification Venmo, 200 $. La ligne de mémo disait, versement 1 sur 36. Formation. Merci, sœurette. J'ai fixé cette ligne de mémo jusqu'à ce que l'écran devienne flou, et je n'ai pas essuyé mes yeux, car il y a des larmes que l'on mérite. Le 10 août, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai écrit une lettre à la main. Pas un email, pas un SMS. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une feuille de papier à lettres crème que Nathan m'avait acheté comme cadeau juste comme ça. Et j'ai pris un stylo, un vrai, à encre bleue, le genre qui vous oblige à ralentir et à peser chaque mot. Chère grand-mère, tu as été la première personne à me demander si j'étais heureuse. Je veux que tu saches que je le suis. Mon mariage comptait 2 personnes. Pas de salle de bal, pas 200 chaises, pas d'invitation dorée. Juste une plage, un coucher de soleil, et un homme qui me demande chaque matin ce dont j'ai besoin, au lieu de ce que je dois. Je suis désolé que tu n'aies pas pu être là, mais je pense que tu comprends pourquoi ça devait se passer comme ça. Tu m'as dit un jour que la famille, c'est la personne qui te demande si tu es heureuse. Tu avais raison. Et je veux que tu saches que, selon cette définition, tu es ma famille. Tu l'as toujours été. Je joins une photo. C'est moi et Nathan sur la plage. J'aimerais beaucoup que tu la gardes quelque part où tu peux la voir. Je t'aime. Whitney. J'ai glissé la photo des Maldives, celle de la cérémonie, imprimée sur du papier cartonné mat, dans l'enveloppe, je l'ai adressée à la résidence Maple Grove à Salem, et je l'ai postée en allant au travail. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Grand-mère Eleanor. J'ai décroché immédiatement.
Ma chérie, a-t-elle dit, et sa voix était plus chaude que la lumière du soleil. J'ai accroché ta photo juste à côté de mon lit. Tu es magnifique. Nathan est un bel homme. Et l'océan? Mon Dieu, on dirait une peinture. C'en était une, grand-mère. Je le crois. Une douce pause. Tu as fait le bon choix, Whitney. Ne laisse personne te dire le contraire. Je lui ai promis que je ne le ferai pas. Et je le pensais, de la manière dont on pense quelque chose qu'on a payé 83 000 $ pour apprendre. Voilà mon histoire. Je sais que certains d'entre vous vont l'appeler une histoire de vengeance. Je comprends pourquoi. Un lieu annulé, une salle de bal vide, une feuille de calcul qui a fait le tour du groupe familial. Il y a tous les ingrédients. Mais assise ici maintenant, 8 mois après cette plage des Maldives, je ne pense pas que vengeance soit le bon mot. La vengeance, c'est quand on veut que quelqu'un souffre. Ce que je voulais, c'était quelque chose de plus discret, et de plus difficile que ça. Je voulais cesser de disparaître. Je voulais que la vérité soit sur la table, au lieu d'être enfermé dans un fichier Excel privé. Je voulais que le jour de mon mariage m'appartienne. Si tout cela vous semble familier, si vous êtes la personne qui paie chaque addition et qui n'est jamais remerciée, celle qui laisse tout tomber quand le téléphone sonne et qui se demande ensuite pourquoi personne n'appelle pour son anniversaire, celle à qui on a dit toute sa vie que fixer une limite, c'est la même chose qu'être égoïste, alors j'ai besoin que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas égoïste de vous choisir. Vous n'êtes pas cruel de dire non. Et vous n'êtes pas seul. 83 247 $. 7 ans. C'était mes frais de scolarité. J'espère que votre leçon vous coûtera moins cher. Mais quel qu'en soit le prix, ça en vaut la peine, car de l'autre côté de cette limite, il y a une table avec des gens qui veulent vraiment que vous soyez assis là. Croyez-moi, je suis à la mienne en ce moment même. Voici ma question pour vous, et je suis sérieuse. Mettez votre réponse dans les commentaires. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? A. Tout annuler et m'envoler pour les Maldives comme je l'ai fait. B. Confronter toute la famille sur les lieux, devant 200 personnes. Ou C. Me taire et aller jusqu'au bout. Je veux lire votre réponse. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Il y a une autre histoire qui vous attend dans la description. Je pense que vous la ressentirez aussi. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin.